Alors, dans cet enregistrement, on va voir ensemble comment réussir une enquête en ligne, hein. C'est quelque chose qui est assez important. Moi, à l'époque, quand j'étais chef de produit dans le domaine des logiciels, bah, j'avais quand même pour objectif de faire, on va dire, 2, 3 enquêtes par an minimum. Alors, quand je parle des enquêtes, c'était vraiment des grosses études sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et ça me permettait en fait d'aller valider des hypothèses, vérifier des noms, bah, avoir des chiffres pour mes plans marketing. Bref, c'était quelque chose qui était vraiment essentiel pour moi. Et bien sûr, là-dedans, je compte pas toutes les enquêtes de satisfaction, post-événement, post-web séminaire, etc. Donc, moi, je parle vraiment des enquêtes majeures. Donc, en fait, ce que je remarque souvent, c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui font un questionnaire. Bon, voilà, ils rentrent les questions et puis paf, ils envoient sur envoyer. Puis on se retrouve avec un questionnaire qui répond pas tout à fait aux demandes. Les gens disent ah ben non, finalement j'ai oublié quelque chose. Ah oui, mais avec cette réponse, je peux pas faire les analyses que je voulais, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques trucs et astuces qui sont vraiment simples pour réussir à avoir une étude de marché, un questionnaire, une enquête qui soit véritablement pertinente. Alors la première chose en fait, c'est déjà de penser en amont à ce que vous allez faire des réponses. Alors ça me paraît pour moi essentiel, mais parfois donc c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité. Souvent les gens se disent ok, ben, on va faire une étude sur les clients, alors qu'est-ce qu'on peut poser comme question, alors est-ce qu'ils aiment la marque, est-ce qu'ils aiment ceci, blablabla. Et voilà, on arrive dans le syndrome de la questionnite, tout le monde veut rajouter sa petite question, etc., etc. Et puis on se retrouve avec des questionnaires qui font des dizaines de lignes. Parfois en plus, comme je le disais, on se retrouve avec des résultats qu'on ne peut pas analyser ou qui ne sont pas pertinents. Par exemple, est-ce que est-ce que vous êtes prêt à recommander notre marque, oui ou non? Ok, est-ce que vous l'avez déjà fait? Pourquoi vous l'avez pas fait? Et souvent les gens se disent, bah, est-ce que vous voulez recommander la marque? Bah oui, les gens sont prêts à recommander la marque, mais est-ce qu'ils l'ont fait? On ne sait pas. Combien de fois ils le font? Pourquoi ils ne le recommandent pas? Voilà, ça c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc il faut véritablement se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut savoir. C'est vraiment essentiel d'écrire son objectif. Moi, souvent, ce que je faisais, je formalisais par écrit en disant, bah, ok, euh, à quoi va me servir cette étude? Et ça, en fait, c'était intéressant parce que quand je travaillais avec une chargée d'études, bon, parfois on se rendait compte qu'il y avait déjà des études qui existaient, donc c'était pas la peine de faire des études à nouveau. Mais moi aussi, ça me permettait de clarifier mon besoin. Et parfois, bah, c'était pas forcément des statistiques que j'avais besoin, mais parfois c'était des stats qui étaient disponibles, par exemple directement dans l'application, des choses comme ça. Donc le principe, c'est de faire vraiment en quelques lignes, en quelques phrases, qu'est-ce qu'on va faire avec ce questionnaire. Et moi, j'écrivais, bah, le but de questionnaire, c'est de faire une étude sur nos clients, par exemple, sur l'étude du NPS. Ensuite, c'est par exemple des chiffres pour faire ça, ça. L'objectif avec tout ça, c'est qu'on sorte un communiqué de presse et ensuite qu'on fasse, par exemple, une étude où ça nous sert en fait à justifier les évolutions qu'on va donner dans le produit. Et souvent, moi, c'était ça, c'est que grâce à l'étude de marché, en fait, je pouvais justifier auprès de notre R&D en disant, voilà, regarde, il y a ça qui est demandé par les clients, c'est la fonction numéro un, etc. Parce que parfois, quand on travaille comme ça avec une R&D ou avec un DG, on a du mal à justifier le fait de faire quelque chose. Et il nous dit, oui, mais t'es sûr que ça va marcher? Est-ce que le client en a vraiment besoin? Tandis que là, si vous avez des chiffres d'une étude qui est vraiment concrète, c'est vraiment bien. Et bien sûr, ne le faites pas non plus de manière individuelle, hein. Moi, quand je travaillais comme ça avec la R&D, je leur disais, ok, est-ce que toi aussi tu as une ou deux questions que tu voudrais poser? Et ça nous permettait en fait d'avoir un meilleur adoption de ces questionnaires-là auprès de la R&D. Alors, si vous n'êtes pas habitué comme ça à faire des questionnaires, et surtout à définir les objectifs, il y a une petite méthode qui existe, c'est la méthode des 7W plus 2. Alors, la méthode des 7W plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement répondre à 9 questions. Ces 9 questions filtres permettent tout simplement de vraiment d'aller balayer sur le sujet. Ces 7 questions plus 2 sont également ce que j'utilise quand j'écris un article de blog. C'est vraiment toutes les questions qu'il faut se poser lorsqu'on parle en fait d'un sujet. Alors le premier c'est qui, alors qui on veut interroger, où se trouve le fichier de contact, combien ils sont, etc. Ensuite pourquoi, enfin quoi, qu'est-ce qu'on va savoir, quel est l'objectif de l'étude, qu'est-ce qu'on veut mesurer, pourquoi, pourquoi on fait l'étude, quelle est la problématique actuelle, pourquoi c'est important, quel est le plan d'action qui est derrière. Souvent en fait c'est ce qui pêche, c'est que les gens vous font des études, mais après derrière qu'est-ce qu'on va faire avec ces chiffres-là? Est-ce qu'on va mener une enquête? Est-ce qu'on va participer à un salon? Est-ce qu'on va faire un communiqué de presse? Ça, c'est un peu différent. Ensuite, c'est où? Est-ce qu'on va faire par email? Est-ce qu'on va utiliser un service? Moi, j'utilise plusieurs services. Là, actuellement, je suis en train de tester un service franco-français qui vient de sortir avec une startup qui s'appelle Dragon Survey. Comme quoi il existe en fait en France même des solutions qui sont de qualité et qui font face
aux solutions américaines. Ensuite, comment? Quelles sont les questions nécessaires pour obtenir les réponses attendues, hein. Avant de penser aux questions, il faut déjà penser à ce qu'on va avoir comme réponse et comment on va pouvoir les utiliser, les interpréter. Ensuite, combien? Qui est la cible? Est-ce qu'on peut segmenter? Quel est le budget pour faire cette étude? Parce que parfois ça peut être gratuit, on envoie juste un email, mais parfois on offre des cadeaux, on fait des bonus, etc., etc., où on peut relancer par téléphone un certain nombre de personnes si on veut avoir des chiffres plus précis, etc., etc. Ensuite, il y a quand. Quand est-ce qu'on fait l'étude? Est-ce que c'est 2 mois après l'achat, 1 mois après l'achat? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'on va faire une relance des ouvreurs non répondants, etc., etc. Ensuite, il y a des erreurs à ne pas commettre, hein. Ça, c'est pour que votre étude soit un succès, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, il faut vérifier qu'il y ait ça, 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 ça et ça et ça. Et des astuces, comment je vais faire, moi, pour que j'ai plus de répondants. Est-ce que c'est, par exemple, en offrant un cadeau? Est-ce que c'est en réduisant les réponses? Est-ce que c'est en ayant peut-être des commerciaux qui vont envoyer l'étude en plus? Bref, ce sont des petits trucs qui vont dire, ah ouais, ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Rien que le fait de poser ici ces 7 questions plus 2, c'est vraiment bien, ça permet de tout vraiment cadrer sur son étude et son questionnaire. Voilà. Autrement, si vous êtes dans une grande entreprise, hein, moi ce que je recommande toujours, c'est d'écrire un brief. Et avec ce brief-là, que vous remettez directement à la chargée d'études, vous avez vraiment la possibilité de justifier pourquoi vous le faites, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, c'est de savoir, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire avec ces questions, hein, et ces réponses surtout. Voilà, je vais, par exemple, lancer une étude sur un produit, valider une hypothèse, est-ce qu'il y a des fonctions à tester, des évolutions fonctionnelles que je veux faire. Donc je pars toujours en fait d'une idée. Il ne faut pas se dire que c'est vos clients qui vont vous donner les réponses dans l'étude, c'est vous qui allez valider des hypothèses. Le questionnaire, il est surtout là pour ça. Si vous voulez aller dans l'introspective, si vous voulez essayer de voir pourquoi le client achète ceci, quels sont ses besoins, rien ne vaut une enquête qualitative. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer les clients sur le terrain, vous regardez comment ils utilisent les produits. Et là vraiment, vous allez pouvoir essayer de trouver des idées, des solutions. Et les clients vont pouvoir vous aider. Mais ce n'est pas avec un questionnaire que vous allez pouvoir véritablement, comme ça, avoir des idées créatives. Vous allez avoir peut-être des corrections de bugs, des choses comme ça, des petites fonctions et des évolutions assez classiques. Mais des fonctions innovantes, totalement disruptives, c'est plutôt en discutant avec des personnes, parce qu'il faut prendre un petit peu de temps pour sortir du quotidien. Voilà. Alors une chose aussi, c'est toujours faire un petit test sur une partie de la cible pour vérifier justement que les options que vous avez mis dans les items de réponse soient bons. Il n'y a rien de pire, et moi ça m'est arrivé dans certains questionnaires, de mettre autre et d'avoir 30% des gens qui mettent autre. Et là vous dites ah merde, et là vous êtes obligé d'éplucher. Quand vous mettez autre précisé, vous épluchez qu'est-ce qu'ils ont sorti en plus, et on est obligé de remettre bien la question. Bon, c'est pas très grave quand vous mettez autre et que vous avez derrière un champ libre où la personne peut rentrer ce qu'elle veut, mais rien de pire que vous avez mis autre et vous n'avez pas mis champ libre de saisie pour le lecteur, et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il peut rien faire du tout. Un autre grand pilier également, c'est d'essayer d'imiter à 5 minutes à peu près maximum une étude. Vous pouvez bien sûr faire des études plus longues, mais après à ce moment-là, il faut justifier pour la personne qui va répondre de l'intérêt de passer un quart d'heure ou 10 minutes à répondre. Parce que si vous dites voilà, ça dure un quart d'heure et que lui c'est uniquement pour vos stats et tout ça, il va zapper, il va pas répondre, il va répondre à la fin rapidement. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réduire à 5 minutes maximum et d'indiquer voilà dans l'email, ça va vous durer 3, 4, 5 minutes. Alors ne mentez pas trop. Si vous dites bon voilà, quelqu'un qui peut répondre, on peut répondre en 5 minutes, on peut mettre 3, 4 minutes. Mais si votre questionnaire se fait en 10 minutes et que vous mettez 5 minutes, là, rien de pire, parce que les gens vont dire, attendez, il se fout de moi, allez hop, fuck, je ferme la fenêtre. Voilà. Alors, quelque chose que je fais souvent, c'est de mettre une question filtre au départ. Par exemple, êtes-vous bien l'utilisateur du produit XY? Ça peut être validé qu'on est sur la bonne personne. Souvent, moi j'ai rencontré, c'est parfois, par exemple, le manager qui reçoit l'étude, mais l'opérationnel qui utilise vraiment le produit, c'est pas lui. Et donc, en fait, ça perd tout sens parce qu'on a un filtre, on n'a pas la personne qui est en face, et on a vraiment, c'est différent entre la personne qui utilise le produit et la personne qui reçoit l'email. Donc il faut toujours faire ce petit filtre-là. Alors certaines questions aussi ne sont pas nécessaires. Parfois vous avez la réponse dans votre base de données. Par exemple, redemandez au client vous êtes bien dans tel secteur d'activité, vous possédez tel produit. Si vous l'avez vous dans votre base de données, il vaut mieux essayer de l'associer au client en question via le système de notification.
Et c'est vraiment mieux parce qu'autrement, vous allez reposer des questions, ça fait ajouter des questions alors que vous avez déjà l'information. Et surtout, le client vous dit, mais pourquoi il me demande ça? Il sait très bien que je suis acheteur de tel produit. Alors, ce que je faisais également de temps en temps, c'était le sondage express. Ça, c'était deux, trois questions maximum. Je le faisais surtout pour tester des noms de produits, tester des prix. Ça, c'était pas mal. Alors maintenant, en fait, on peut le faire aussi avec des annonces Facebook Ads, avec une annonce Google AdWords, etc., etc. Mais tester auprès de ses clients, auprès de ses prospects, une idée de prix ou une idée comment dire, de nom de marque, c'est vraiment utile. Et moi, ça m'a servi vraiment très souvent. Et grâce à ça, j'ai réussi à trouver des noms de marque qui plaisaient à beaucoup de monde. Voilà. Alors votre cible, en fait, si vous avez pas beaucoup de monde, vous aurez en fait un intervalle de confiance qui sera important. C'est-à-dire que vous avez, si vous interrogez que 20 personnes, généralement vous avez une fiabilité qui est très 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 réduite. Vous pouvez avoir en fait 20-30% d'écart sur la réponse. S'il y a par exemple 50% des gens qui vous disent j'achète, s'il y en a que 20, et ben en fait finalement ça peut être très bien 20%, 30% en plus ou 30% en moins. Donc ça peut très bien ne pas être 50, mais ça peut être par exemple 20 ou ça peut être 80. Donc en fait, il faut vraiment se méfier des petits chiffres de répondants. Et donc, de manière assez classique, il faut à peu près entre 200 et 400 réponses pour un sondage fiable. Alors idéalement, moi j'ai toujours essayé d'avoir 400 réponses, mais déjà à 200, vous arrivez quand même à avoir quelque chose qui tient la route un petit peu. Si vous avez 20 personnes, là, vous pouvez dire que c'est un ordre d'idées. Vous pouvez quand même l'utiliser pour des chiffres, pour une étude ou une infographie, mais ça n'aura pas la validité. Et dès que les gens vont dire, mais vous avez interrogé combien de personnes? 400, et combien de répondants? 20. Ah là, tout de suite, moi, si on me dit déjà ça, je me dis 20, c'est pas fiable, quoi. Il y a un trop gros écart possible. Voilà. Alors, ne vous attendez pas non plus à des taux de réponse importants, hein, on va dire entre 1 et 30% dans le meilleur des cas. 1%, c'est vraiment quand votre étude est très très mauvaise. 30%, c'est déjà, je trouve que c'est quand même très très bien. Mais il faut se dire que si vous avez par exemple 400 personnes dans votre base de données, vous n'aurez jamais 100% de réponse, vous aurez peut-être 20 ou 30% maximum. Donc en fait, il faut vraiment se dire que si vous n'avez pas assez de personnes, il faut mettre en place des bonus pour inciter les gens à répondre. Par exemple, ça peut être un cadeau à gagner, ça peut être par exemple une application de résultat en disant voilà, nous allons augmenter tel truc, nous allons changer notre budget, ou nous allons faire évoluer le produit le mois prochain, et on veut votre avis pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit le mois prochain, ou la semaine prochaine, ou dans 6 mois. Là, tout de suite, ça devient impliquant pour la personne. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu les objectifs. Maintenant, on va parler en fait du questionnaire lui-même. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut très bien biaiser les réponses et fausser les résultats et sans s'en rendre compte, on peut inciter le client à répondre d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, un classique, si vous commencez par proposer un prix le moins cher dans un questionnaire, genre par exemple, est-ce que vous seriez prêt à acheter le produit Toto s'il coûtait 25 euros? Et si après vous dites, ben, est-ce que vous seriez prêt à acheter ce produit-là s'il était à 100 euros? Ben forcément, les gens vont se dire, attendez, il me propose à 25 euros, ben 100 euros, non, je trouve que c'est un peu cher. Tandis que si vous avez mis le prix à 100 euros immédiatement et ensuite vous proposez le prix à 25, ben là tout de suite vous verrez que vous aurez des taux qui vont être différents. Voilà. Une erreur aussi, c'est les gens qui dans la présentation du sondage ou dans l'email disent voilà, je veux sortir une entreprise ou je veux sortir un produit, j'y ai passé mes 10 dernières années, j'aimerais bien valider le projet et voir si c'est intéressant. Là, vous avez un biais immédiat parce que les gens, ben, surtout s'ils vous connaissent, ils vous disent attends, bon, il est un peu sympa, je vais quand même répondre oui ou je vais répondre peut-être, même si le truc m'intéresse pas. Donc, il faut que ça soit neutre, en disant voilà, une entreprise nous a mandaté pour faire une étude sur tel produit. N'hésitez pas à répondre avec franchise, blablabla. Donc, il faut vraiment éviter cet aspect sentiment. Alors, éviter aussi les questions qui sont peut-être biaisées, où on dit par exemple Facebook Ads est vraiment incontournable. Est-ce que vous pensez augmenter votre budget? Ben, forcément, si on vous dit que Facebook Ads est incontournable, les gens vont se dire ah bah oui, c'est vrai qu'il faut augmenter. Ou alors les deux questions en une. Est-ce que si nous baissions les prix, vous seriez intéressé par acheter? Ça c'est évident. Si on baisse les prix, bah oui, on va acheter plus. Vaut mieux en fait faire plutôt deux questions à ce moment-là. Combien de produits X achetez-vous par an? Okay. Si on propose un prix de 50 euros au lieu de 51 euros, est-ce que vous en achèteriez plus? Et si on proposait un prix de 35 euros, est-ce que vous en achèteriez X? Voilà, donc en fait,
Là, on va diviser en fait les questions et on va en fait avoir un résultat qui est beaucoup plus probable et beaucoup plus précis. Voilà. Autrement, un truc qui est également intéressant de savoir, c'est est-ce que vous souhaitez en fait dans votre questionnaire, entre guillemets, forcer le lecteur à exprimer son sentiment. C'est-à-dire que soit on donne en fait une note de 1 à 4, c'est-à-dire que la personne n'a pas le choix de mettre un choix neutre, par exemple, s'il ne peut pas mettre on va dire 3 sur 5, il va mettre soit 1, soit 2, soit 3. Donc s'il met 2, ben, c'est plutôt vers le bas, s'il met 3, ben, c'est plutôt vers le haut. Donc on n'aura pas la possibilité d'avoir un sentiment neutre. Par contre, si le client en fait vous lui laissez le choix entre une note de 1 à 5, il pourra très bien mettre 3. Et 3 en fait c'est ni bien ni mal, on est entre les deux. Donc en fait on laisse la possibilité aux gens de ne pas exprimer un sentiment vraiment mitigé, enfin vraiment clair, on laisse la possibilité d'avoir un sentiment mitigé. Autrement, quelque chose aussi que moi je faisais régulièrement, c'est d'indiquer en bas du sondage, en fait, tout simplement, la barre de progression. Ça, c'est important parce que parfois, on se dit encore une question, oh là là, c'est vraiment long. Donc, si on voit la barre de progression et qu'on voit qu'on arrive vers la fin, là, tout de suite, on se dit, bon, ok, j'ai presque fini, ça va. Comme je le disais, testez-le, minutez-le au préalable. Vous pouvez très bien un petit peu, comment dire, optimiser le chiffre. Si ça fait 7 minutes, on peut dire voilà, ça prend 5 minutes parce que parfois les gens répondent un peu rapidement. Ne soyez pas non plus trop menteur comme je le disais auparavant. Généralement, un questionnaire, ça prend une vingtaine de questions, hein. Parfois, on peut faire plus, parfois, on peut faire moins, ça dépend du type de question. Mais si généralement, si vous avez plus de 20 questions à poser, ben, soit en fait vous indiquez que la durée est longue, soit en fait vous faites un entretien qualitatif. Il vaut mieux comme ça rencontrer 10 personnes et essayer de valider des hypothèses, valider des idées, plutôt que mettre un questionnaire de 20 questions. Ou alors vous changez le mode d'administration. Le questionnaire, il est plus fait en self-service par Internet, mais il est fait avec une personne qui appelle au téléphone, qui dit voilà, j'aimerais répondre avec vous à quelques questions sur tel sujet. Est-ce que vous auriez 5 à 10 minutes à m'accorder sur le sujet? C'est important parce que si cela. Donc l'entretien téléphonique permet d'avoir des questionnaires longs et beaucoup plus qualitatifs. Voilà. Alors pour maximiser le nombre de réponses, ben c'est le cadeau, hein, moi j'ai déjà fait. Alors c'est pas obligé d'offrir un iPad à tout le monde ou une smartwatch. Parfois en fait on peut faire des cadeaux un petit peu symboliques. Moi j'ai déjà eu en fait des bons de réduction, je ferai des bons cadeaux, des bons de réduction, ou alors je ferai des PDF exclusifs, voilà, un e-book gratuit. Parfois c'est pas le fait d'avoir un cadeau qui coûte cher qui va intéresser les gens et qui va les pousser à répondre, c'est tout simplement le fait d'avoir un bonus. Et dire, ah ouais, ok, je réponds, et puis le bonus, c'est un petit peu le prétexte. Voilà. Autrement, concernant les résultats, parfois, les gens se disent, ok, voilà, ça fait 3 jours que j'ai eu les résultats, ok, c'est bon, bah, je vais pouvoir finir l'étude, la clôturer, et puis faire les résultats et donner mes résultats d'analyse. Or, en fait, moi, je vois que parfois, il y a des gens qui répondent un mois après. Donc, bien sûr, il ne faut pas attendre un mois pour rendre une étude, mais attendez au minimum une semaine pour faire un bilan de l'enquête. Alors, là, vous aurez vraiment quand même pas mal de réponses. Vous pouvez quand même laisser encore un tout petit peu l'enquête ouverte. C'est surtout vrai si vous avez en fait une petite cible. Si vous avez par exemple entre 50 et 100 répondants à une enquête, attendez une semaine, voire 2 semaines pour clôturer l'enquête parce que parfois les gens répondent un peu tard, ils sont en vacances ou ils sont en déplacement, ils n'ont pas eu le temps, etc., etc. Donc ça, en fait, laissez-vous le temps quand vous avez des petites unités en fait de réponse, hein, quand vous avez que 20, 30, 40, 50 réponses, laissez comme ça 1 ou 2 semaines. Voilà. Rien ne nous empêche par contre de faire une pré-analyse, hein. Moi je fais également, souvent quand j'avais des choses importantes, je dis bah tiens, est-ce que tu peux quand même pas me donner des résultats bruts, on va dire à J+2, donc 2 jours plus tard, sur l'étude. Quelles sont les grandes tendances? Et généralement, les grandes tendances restent quand même relativement vraies au bout de 2 jours. Elles s'affinent après avec le temps, mais si vous avez 2, 3 questions qui sont importantes, ben, comme ça, vous pouvez déjà dire une petite tendance qui est assez significative. Voilà. On peut également faire des embranchements dans les questionnaires, c'est-à-dire que voilà, si tu as répondu oui, ben, tu réponds, tu vas directement à la question 25 et tu passes pas par les questions d'avant. Ça c'est quand même vachement plus confort et faites-le, mais attention, ne vous amusez pas à trop en faire. Moi ça m'est déjà arrivé de faire une dizaine d'embranchements et puis à chaque fois on se rend compte que merde, on a oublié telle hypothèse et on se rend compte comme ça que les clients ne répondent pas à toutes les questions, il y a des questions qui sont pas correctes, etc., etc. Donc faites attention à ça. Les embranchements, oui, mais ne complexifiez pas trop ça. Une dizaine d'embranchements, ça commence à faire quand même beaucoup. Voilà.
Autrement, évitez au départ les questions complexes, les questions personnelles, et gardez-les en fait à la fin. Comme par exemple l'email. L'email, il faut le proposer toujours à la fin en disant voilà, est-ce que vous voulez recevoir par exemple une copie de l'étude, des résultats par email, etc. etc. Mettez-le toujours à la fin. Au début, on commence toujours par les trucs simples. C'est bonjour, est-ce que vous habitez dans quelle ville? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre type d'activité, voilà, ou des choses comme ça. Et par exemple, le chiffre d'affaires, c'est pas des questions qu'on va poser au départ parce que des fois la personne dira bah non, moi j'ai pas l'information. Oh, puis ils m'embêtent avec leur questionnaire, clac, ils ferment. Donc ça, c'est des questions un peu complexes, on va les garder un petit peu pour la fin. Dans les questions sémantiques, également, faites un affichage aléatoire. Moi, je le vois surtout dans les questionnaires longs. Si en fait les gens, vous avez par exemple 10 items, au début ils vont dire les 4-5 items et puis après, boum, ils vont laisser tomber. Donc pour avoir une meilleure fiabilité, faites tourner de manière aléatoire l'affichage des réponses et comme ça, c'est pas toujours les 5 premiers qui sont affichés. Ça, c'est vraiment important quand vous avez des listes assez longues. En fait. Voilà. Il faut toujours aussi proposer des présélections. Ça, c'est par exemple les marques concurrentes. Vous faites un brainstorming avec 2-3 personnes. Et là, comme ça, vous essayez d'avoir comme le nombre de réponses le plus pertinent possible. Alors, c'est une question aussi. Si vous avez une question importante, par exemple la satisfaction sur un produit, ne dites pas êtes-vous satisfait oui non. Si vous êtes satisfait oui non, généralement les personnes vont répondre oui ou non, mais ça ne vous donnera pas vraiment une analyse fine, une analyse précise. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est donner une note de 1 à 5. Par exemple, 1 étant satisfait ou 5 pas satisfait ou inversement. Généralement d'ailleurs, c'est plutôt 1 pas satisfait et 5 très satisfait, une note de 1 à 10. Déjà 1 à 10, vous me demandez de noter une marque, c'est pas simple. Mais bon, plus vous mettrez une échelle grande, plus en fait ça va être compliqué pour la personne de répondre. Donc parfois une note de 1 à 5 ou une note de 1 à 4 suffit largement pour donner une satisfaction. Ou est-ce que vous comptez renouveler votre contrat de service? Une note de 1 à 5. Parfois le oui-non est un peu trompeur. Renouveler un contrat, vaut mieux avoir un sentiment, donc une note de 1 à 5, plutôt que vraiment une note oui-non qui permettra d'avoir des résultats un peu trop tranchés et pas assez qualitatifs et exploitables. Parce que si quelqu'un vous dit une note de 1 à 5, 0 par exemple, je ne vais pas renouveler, et 2, je vais peut-être renouveler, peut-être renouveler, et là en fait vous allez pouvoir analyser les réponses ensuite des ceux qui ont mis 2 en disant pourquoi vous n'allez pas renouveler, ou pourquoi vous allez renouveler, et à ce moment-là en fait vous allez vraiment avoir des informations intéressantes. Alors, également pour des questions essentielles, ne restez pas dans le futur. Par exemple, est-ce que vous pensez recommander la marque Y? Est-ce que une offre de parrainage vous intéresserait, etc., etc. Il faut toujours aller plutôt dans le présent, plutôt dans le passé, dans ce qui a été vraiment fait. Est-ce que, par exemple, vous comptez, vous recommanderiez notre marque à vos amis? Ou est-ce que vous êtes intéressé par le programme de parrainage? Ça c'est vraiment des trucs qui vous disent oui, non, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le passé. Est-ce que vous avez déjà parrainé? Et sinon, pourquoi? Ou si oui, pourquoi? C'est pas est-ce que vous connaissez le programme de parrainage? C'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que vous avez déjà parrainé les personnes? Et là, les gens pourraient dire non parce que je connais pas le programme, non parce que vos produits sont nuls, etc., etc. Donc c'est pas le futur, mais c'est le passé qui est intéressant. C'est là en fait, c'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce que parfois, encore une fois, les gens disent ah oui, c'est vrai que peut-être que je recommanderais le produit. Oh, c'est vrai que peut-être que je pourrais faire ça. Tandis que le passé, c'est vraiment ce qu'il y a de passé, ce qui est de réalisé. Voilà. Il y a également aussi quelque chose qui est important, éviter un maximum à la saisie par la personne. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas en fait que la personne ait à saisir lui-même manuellement des choses parce que vous allez vous galérer après pour le recodage. Et en plus, la personne, quand elle a saisi une fois, deux fois, trois fois de la saisie libre, à la fin, elle va dire non, c'est trop long. Gardez des saisies libres pour la fin du questionnaire, une fois que la personne a un petit peu réfléchi, qu'elle est dans le bain, qu'elle est dans le contexte, et que pour des questions vraiment essentielles. Est-ce que vous avez des commentaires, par exemple, pour notre NPS? Pourquoi vous ne recommanderiez pas ou pourquoi vous recommanderiez? L'autre troisième point, c'est de ne jamais publier un questionnaire à chaud. Ça, en fait, généralement, on se dit, ok, c'est bon, j'ai tous les trucs, je l'envoie ce soir. Non, il faut cesser au moins une journée pour un petit peu faire maturer un peu les choses, reposer, puis après, vous pourrez vous dire, tiens,
est-ce que j'ai pas trop de questions? Est-ce que j'ai bien les réponses? Est-ce que je réponds bien à la problématique initiale? Parce que parfois, entre la problématique initiale et le questionnaire, on a oublié des choses, on a rajouté des choses, on dit, ah ouais, merde, c'est vrai que c'était fait pour ça, ça et ça et ça. Donc ça permet d'éviter ces trucs un petit peu délirants, questionnaires qu'on rajoute, etc., etc. Voilà. Et est-ce que vous avez bien des différentes options? Est-ce que vous avez bien mis des autres? Est-ce que vous avez bien mis des champs de commentaires, de la saisie libre? Bref, tous ces trucs-là, en fait, qui montrent en fait que vous avez vraiment un questionnaire qui va être simple à faire, qui va être fluide et qui va faire une progression. Également, travailler après l'objet. L'objet, c'est vraiment essentiel parce qu'on fait une étude par email, surtout. Il faut que l'objet soit significatif, il faut que l'objet donne vraiment quelque chose et donne envie d'aller plus loin. J'aimerais avoir votre avis ou votre avis est super important pour nous. Ce sont nos clients qui améliorent nos produits. Je veux absolument avoir votre avis. Ou est-ce que vous avez 2 minutes pour répondre à 5 questions simples? Là, est-ce que vous avez 1 minute pour répondre à 2 questions et je vous donne un cadeau, un truc comme ça. Bref, à vous de trouver en fait des sujets qui vont vraiment être intéressants parce que l'objectif c'est que la personne ouvre l'email. Voilà. Ensuite, après le corps de l'email, généralement vous avez une structure qui est assez simple, hein, c'est la formule de politesse. Bonjour, Monsieur Martin, si possible personnalisé. Pareil pour l'objet, vous pouvez mettre Monsieur Martin, votre opinion est vraiment importante pour moi. Et là, vous mettez ça dans l'objet de l'email. Là, tout de suite, vous avez un taux d'ouverture qui est beaucoup plus important parce qu'on interpelle la personne. Donc, pour revenir au message, donc il y a la formule de politesse d'abord. Ensuite, pourquoi la personne reçoit cet email? Parce que les gens se disent, mais pourquoi il m'écrit ce qu'on-là? Je me souviens même plus. Nous vous remercions d'abord de votre confiance, ou nous vous écrivons parce que vous avez commandé tel produit, ou parce que vous êtes un de nos clients depuis des années, et voilà, nous voudrions avoir votre avis parce que votre avis est super important. Et là, en fait, on est en train de préparer notre évolution produit pour la fin d'année et j'aimerais savoir ce qui est vraiment prioritaire et ce qu'il faut ajouter dans le produit, etc. Là, tout de suite, la personne dit, ah ouais, c'est la fin d'année, c'est ce qu'on va mettre dedans, l'avis est important, oui, moi ça m'intéresse parce que justement, j'utilise le produit tous les jours, je réponds, etc., etc. Donc, le but du questionnaire et la durée, c'est pourquoi on voudrait connaître votre avis et ça vous prendra que X minutes. Dites-le toujours, hein, si ça prend 2 minutes, 3 minutes, hop, vous indiquez ça. Ensuite, le bouton d'appel à l'action, c'est le questionnaire. Je participe ou je donne mon avis. Je donne mon avis, c'est toujours bien sûr plus fort. Hein. Un éventuel cadeau pour vous remercier de votre temps. Vous recevrez à la fin du questionnaire un livre blanc, un PDF, un e-book, machin, où vous pourrez recevoir les études, les résultats, etc., etc., etc. Et à la fin, le petit message de remerciement. Nous vous remercions par avance et nous souhaitons une bonne journée. Alors, si votre questionnaire est vraiment important, vous pouvez faire un petit test sur une petite cible, par exemple sur 200, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, et là vous aurez déjà une petite idée de ce qui va, ce qui ne va pas, et s'il y a des erreurs dans le questionnaire, vous les verrez tout de suite, tandis que si vous avez envoyé directement à 10 000 personnes, après, bon, allez, c'est mort. Alors, si votre questionnaire a quelques fonctions essentielles, mentionnez-le dans le texte en disant voilà, cette question est vraiment essentielle dans le questionnaire. Prenez votre temps pour répondre à cette question. C'est celle qui est le plus importante pour nous. Donc, indiquez-le. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de texte parfois. C'est vraiment essentiel. Donc, le logo aussi rajouté dans le questionnaire qui donne quand même une meilleure adoption et que le client se dit c'est pas un fake, c'est pas une arnaque, etc., etc. Parfois également, n'hésitez pas à faire 2 questionnaires, un pour les acheteurs, un pour les clients, ou un pour les acheteurs France, un pour les acheteurs export, etc., etc. C'est vaut mieux distinguer que la personne ne se retrouve pas dedans, et se dit ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça, ça me concerne pas, etc., etc. Mieux faire des segments et après faire des distinguos entre les deux populations. L'envoi également, le moment d'envoi est également clé. Hein. On ne va pas envoyer une étude de satisfaction post-achat 3 semaines plus tard, mais généralement c'est dans l'instant. Par exemple, quand on visite une boutique et juste derrière on part avec un cadeau, c'est quand même vachement plus efficace de recevoir par SMS ensuite le questionnaire ou recevoir par mail directement derrière la commande. Ou quand le produit était envoyé à la poste, on va envoyer un cadeau de satisfaction au moins après que la personne ait reçu le colis et on va pas l'envoyer alors que la personne n'a pas encore reçu le colis. Quoi. En même temps, il faut pas l'envoyer 3 semaines plus tard. Moi, ça m'arrive parfois de faire appel à des services en ligne et de recevoir 2 semaines plus tard un message. Oui, vous avez fait appel à notre service technique la semaine dernière, c'était il y a 10 jours en fait. Alors, il y a 10 jours, je m'en souviens plus trop, et puis finalement, je me suis débrouillé tout seul, etc., etc. Donc, c'est pas efficace de renvoyer trop tard ou trop tôt. Voilà, un questionnaire doit répondre bien sûr à une problématique métier, mais il faut penser à l'exploiter. Moi, souvent, j'utilise ça pour des communiqués de presse, pour faire des infographies, pour une conférence. Ça en jette pas mal.
Quand vous dites, voilà, tiens, voilà, on a fait une étude sur nos clients, ils nous donnent ça, paf, ou sur un article de blog, c'est vraiment bien. Voilà, ça permet vraiment de renforcer votre crédibilité. Moi, je sais qu'en tant que blogueur, même des journalistes, ils sont toujours friands si vous avez un petit chiffre d'études inédit. Vous dites, ouais, mais ça, c'est notre étude à nous. Et là, vous êtes quasi sûr d'être cité. Et en plus, vous pourrez faire un communiqué de presse là-dessus, donc c'est vraiment bien, quoi. Alors, si vous n'avez pas un bon taux de participation, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que j'envoie en fait un email aux ouvreurs je leur dis avec un message soit urgentiste, c'est-à-dire un message qui appelle à l'urgence, disant voilà, plus que 24 heures pour répondre au cadeau et avoir répondre au bonus et avoir le cadeau, ou alors vous envoyez en fait un sujet différent en disant important, votre opinion est vraiment essentielle ou participez c'est vous qui allez définir les évolutions du produit d'année prochaine. Cliquez ici pour participer. Bon, c'est un petit peu long, mais le principe il est là. Hein. C'est vous qui allez définir. Et si c'était vous qui définissiez les nouveautés du produit pour la fin d'année, enfin quelque chose comme ça en tout cas. Voilà. Après également, éviter les tricheurs. Moi, ça m'est arrivé, surtout en fait dans les évolutions produits. Il y a certaines personnes qui veulent absolument avoir une fonction en particulier et qui votent 3, 4, 5 fois, 6 fois pour être sûr que leur fonctionnalité soit dans le produit. Donc faites attention à ça. Voilà. Après en marketing, il y a vraiment beaucoup d'usages. Hein, vraiment, je pense que c'est essentiel. Donc bien sûr, il y a la question NPS que moi je fais régulièrement sur mes clients, Net Promoter Score, qui permet de savoir où vous vous situez, hein, noté de 1 à 5. Est-ce que vous recommanderiez nos produits et services à vos connaissances? Donc là, ça vous permet comme ça d'avoir un baromètre et de savoir un petit peu comment vous situez. Ça permet également d'identifier les clients détracteurs, les gens qui ne sont pas contents. Et là, vous faites un appel par le SAV qui va essayer de voir quel est le problème. Ou alors, vous faites un témoignage avec des clients qui sont au contraire super contents. Voilà, vous pouvez les identifier de manière simple. Moi, comme ça, je me suis fait un petit vivier et je sais que j'ai un nombre de clients et quand j'ai une période un petit peu calme, je prends ma dernière étude NPS, j'envoie un email à tous ceux qui ont donné une note entre 8 et 10 et je leur dis, ben voilà, j'aimerais avoir votre avis, ça vous prendra que quelques minutes, il y a 5 questions à répondre, blablabla, et je peux faire un témoignage client après. Voilà, obtenir des témoignages clients comme je disais, des chiffres clés pour un communiqué de presse, analyser la satisfaction après un événement, une soirée, faire un test de produit, à la fois du prix, du concept, du nom, etc., etc. Même ça sert dans les entreprises pour sonder en fait la confiance. On peut obtenir des chiffres clés pour un business plan. Est-ce que le taux d'achat est plutôt de 25%, 30%, 40%? Est-ce que si j'augmente le prix, je baisse le prix, qu'est-ce que ça donne exactement? Ça permet comme ça de travailler un business plan et des prévisions de vente. Alors demander aux non-acheteurs d'un produit pourquoi ils n'ont pas acheté, ça m'est arrivé 2-3 fois, de lancer un produit et finalement d'avoir moins de ventes que prévu. Alors je me dis, merde, comment ça se fait? Parce que normalement les clients étaient intéressés, etc. Et finalement, en faisant une enquête, on se rend compte que finalement c'est le nom du produit, que c'est le prix qui est pas forcément idéal, c'est les arguments, c'est pas les bénéfices faits. Et en fait, vous repackagez le tout et vous ressortez avec d'autres arguments, vous changez un petit peu bien sûr le produit. Et finalement, changeant le nom, les arguments, etc., vous allez vendre votre produit, faire un carton. C'est ce qui m'était arrivé lors de ma première formation pour le blogging, c'était bloguer comme un pro. J'avais fait donc un produit, je crois qu'ils se vendaient à 149 euros, et j'ai expliqué pour faire ça, 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 ça. Et finalement, grâce à l'étude, je me suis rendu compte que c'était, le nom était bon, mais c'était les arguments et le prix. On a sorti une promo à 97 et là, bam, on a cartonné. Voilà. Donc obtenir un baromètre aussi pour savoir par exemple la satisfaction sur le produit, sur le service client, etc. etc. Savoir quels sont les canaux privilégiés pour le client, segmenter sa base, ça aussi c'est important. Il suffit de lancer une étude en disant est-ce que vous êtes intéressé plutôt par telle thématique ou telle thématique, et comme ça vous arrêtez de balancer le même email pour tout le monde, mais vous segmentez. Voilà. Les freins d'achat également. Alors, pour faire un questionnaire en 5 minutes, il y a pas mal de solutions. Moi, actuellement, comme je disais, je suis en train de tester la solution Dragon Survey, là, actuellement. C'est une solution qui est vraiment simple, hein, française en plus. De plus en plus, là, j'essaie quand même de trouver des solutions françaises pour répondre à mes demandes. Là, vous pouvez faire quand même vraiment simplement et facilement des études avec Dragon Survey. Donc, à vous de voir si vous avez une étude à faire. N'hésitez pas, ils ont une offre premium. Donc une offre gratuite avec un certain nombre de réponses limitée à 200 répondants, ce qui est quand même pas mal. Et vous avez quand même la possibilité de faire en quelques minutes une étude. Si jamais vous le souhaitez, vous allez sur mon compte YouTube Conseil Marketing. Je vous ai fait en fait ici une petite vidéo que vous pouvez voir, vous allez pouvoir voir en ligne, qui vous permet de savoir comment on va en fait, créer une étude de marché ou un questionnaire en ligne. De manière très simple, en 5 minutes, vous avez votre étude. Mais comme je vous le disais, réfléchissez un petit peu après aux questions que vous avez faites. Ne l'envoyez pas tout de suite.
euh, réfléchissez aux tenants et aboutissants et comment vous allez pouvoir exploiter ces données. Voilà, donc dans cet enregistrement, je vous ai expliqué comment on va pouvoir réussir un bon questionnaire en ligne qui vous permet d'avoir les bons insights consommateurs, hein. Un insight consommateur, c'est vérifier une intuition, une piste, et qui vous permettent comme ça d'avoir une meilleure efficacité au niveau de votre marketing. Allez, à bientôt!